Et avec nous pour ce club, Claire Planchard. Bonjour Claire, merci d'être avec nous, rédactrice en chef au groupe EBRA. Ce sont tous les journaux régionaux de l'Est de la France, le progrès, le bien public, les dernières nouvelles d'Alsace, entre autres. Erwan Lestrouan, merci également d'être avec nous. Bonjour. Directeur conseil chez Odoxa. Et on va parler comme tous les mois de votre baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale sur les européennes. On est maintenant à moins de 2 semaines du scrutin. Les intentions de vote, on va les voir. Et Alex, on verra que le RN n'a jamais été aussi haut. Oui, avec Jordan Bardella qui accélère la course en tête des intentions de vote. Et puis derrière, l'écart se resserre entre Valérie Ayé, la liste de la majorité présidentielle, et Raphaël Glucksmann à la liste PS Place Publique. On détaille tout ça dans quelques instants. C'est tout de suite notre rendez-vous d'abord avec les candidats aux européennes. Et jusqu'au 9 juin, nous rencontrons les candidats à cette élection européenne pour comprendre leur vision de l'Europe et les principaux points de leur programme. Audrey Vuettaz et Noah Bergo sont allés poser 3 questions à Jean-Marc Governatori, à la tête de la liste Écologie au centre. J'ai écrit plusieurs livres qui expliquent les limites du socialisme, du communisme et de l'ultralibéralisme. Donc la seule solution, c'est l'écologie, au pouvoir en France et en Europe. Et l'écologie ne peut pas être au pouvoir avec Europe Écologie, qui se cantonne à la gauche et a de mauvaises idées. C'est comme si vous disiez à Mbappé qu'il a le droit de marquer des buts qu'à la gauche des cages. Le but, il faut le marquer partout, parce que l'enjeu, c'est l'environnement, c'est l'avenir de l'espèce humaine, c'est l'habitabilité de la planète, comme le dit Antonio Guterres, le patron de l'ONU. Donc l'enjeu, il est colossalissime. Il faut faire gagner l'écologie, et l'écologie gagnera lorsqu'elle sera centrale, et des positions pas obsessionnelles sur l'islamo-gauchisme ou sur le féminisme font que l'environnement va enfin être entendu, parce que, comme je l'ai démontré dans mes livres, l'environnement, c'est le plein emploi, et l'environnement, c'est la pleine santé. Les écologistes centristes qui seront élus au Parlement européen vont bâtir l'Europe des régions unies, chacune autonome des points de vue alimentaires et énergétiques, des régions qui coopèrent entre elles, des régions respectueuses de l'écosystème et de l'animal, avec des personnes qui soient respectueuses et responsables. Pour nous, le principe de responsabilité est très important, parce que c'est trop facile de faire comme les listes conventionnelles, c'est la faute aux immigrés, ou c'est la faute aux riches, ou c'est la faute à Bruxelles. Non, chacun de nous a sa part de responsabilité dans sa façon de consommer, sa façon de traiter son corps, sa façon de voter, sa façon de se transporter. Il est capital que de dire aux personnes, pour qu'elles récupèrent leur pouvoir, qu'elles aient conscience de leur co-responsabilité dans ce qui nous arrive. Et notre force, c'est d'une part mon CV, accessoirement, les livres que j'ai écrits, la qualité de mes coéquipiers, et puis le bilan des listes conventionnelles, puisque leur boulet, c'est leur bilan, c'est leur boulet, et il est clair que des électeurs qui s'intéressent vraiment au programme des candidats, à leur CV, à ce qu'ils ont fait, voteront en masse pour ma liste, et je compte bien être député dans quelques semaines. Nous avons 20 idées fortes pour notre Europe, entre autres le fait d'avoir une maison des semences dans chacune des 242 régions européennes, puisqu'incroyablement, les dirigeants macronistes et ELV n'ont pas prévu de stock de semences pour nos régions. Je suis un élu local, et par conséquent, il est capital que nous ayons une nouvelle offre politique que nous incarnons à travers, effectivement, comme je l'exprimais, la maison des semences, à travers une politique de santé, à travers une remise en cause de la voiture électrique qui est portée par ELV, par le fait d'être dans le monde réel en matière migratoire. Monsieur Bardella qui veut recevoir personne, c'est impossible puisqu'il y a 15 000 km de frontières terrestres. On ne peut pas faire un mur de 15 000 km. Et ELV qui veut recevoir tout le monde, et c'est impossible parce qu'on n'a pas les logements ni les hôpitaux en conséquence. C'est une erreur que de rendre l'Europe et la France attractives pour les immigrés. Donc à un moment donné, il faut se dire la vérité. Et quant à vouloir une Europe fédérale comme Europe Écologie, c'est aussi une faute. Les Français ne sont pas prêts. Nous voulons une Europe des régions unies. Voilà, pour Jean-Marc Governatori, à la tête de la liste Écologie au centre, qui incarne une autre écologie, Erwan. Elle représente quoi aujourd'hui, cette écologie ? C'est vrai que c'est là où l'espace politique est assez difficile à trouver pour cette tendance partisane. On avait vu la primaire du pôle écologiste en 2021 pour désigner le candidat écologiste à l'élection présidentielle de 2022. Jean-Marc Governatori était candidat, mais il avait obtenu 2% des voix, loin derrière Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Éric Piolle et Delphine Batho, qui incarnent une écologie peut-être
plus positionné à gauche. Et c'est vrai que la question de cet espace politique pour cette écologie probablement plus centriste ou penchant à droite, parce qu'il a été allié de Corinne Lepage aussi, peut se poser en termes d'espace politique et d'intérêt des électeurs. Allez, on continue à parler de ces élections. On va découvrir notre baromètre mensuel Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale avant de parler des intentions de vote aux européennes. Comme tous les mois, Alex, on commence par la cote de popularité de l'exécutif. Et oui, 33% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République dans ce baromètre. C'est 2 points de plus que dans le baromètre du mois dernier. Et c'est toujours nettement en dessous de son Premier ministre Gabriel Attal. 44% des Français considèrent que c'est un bon chef du gouvernement. La cote de popularité de Gabriel Attal reste stable par rapport au mois dernier. Erwan, la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui remonte donc légèrement, mais il reste impopulaire. Voilà, on peut parler d'un frémissement positif, mais à un niveau très bas. En fait, si on remonte jusqu'à mars 2023, sa cote de popularité restait coincée entre 30 et 35% de Français jugeant qu'il est un bon président. C'est un niveau très bas, c'est 10 points en dessous le niveau de sa réélection en mai 2022. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder là où il a décroché entre mai 2022 et aujourd'hui, parce qu'il y a des populations comme les salariés du public, les employés et les ouvriers, les 25-34 ans, auprès desquels il avait déjà décroché par le passé. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé avec cette année 2023 marquée par la réforme des retraites, par la loi immigration, qui ont détérioré fortement le lien entre l'exécutif et le pouvoir, c'est chez les cadres qu'Emmanuel Macron a le plus décroché. Il perd 18 points de popularité dans cette population. Il perd aussi des points de popularité auprès des Français de 35-49 ans, auprès des Français du centre-gauche, auprès des habitants de la province. Il y a un décrochage d'une partie de l'électorat qui soutenait encore en mai 2022 Emmanuel Macron. On a l'impression que cet électorat est parti. On va le voir dans les intentions de vote. Aujourd'hui, la liste de la majorité présidentielle est confrontée à un problème d'évaporation de son socle électoral. On n'a plus qu'un électeur sur 2 d'Emmanuel Macron en 2022, qui choisit aujourd'hui aux européennes la liste de Valérie Hayé. Donc il y a vraiment une déperdition qui illustre cette détérioration du lien. On va revenir évidemment sur les intentions de vote. Un mot sur Emmanuel Macron, peut-être, Claire, d'abord ? Oui, on voit qu'il y a effectivement un petit rebond, mais peut-être en regard, on voit bien que Gabriel Attal, lui, ne progresse plus et qu'il a eu une séquence qui était quand même assez forte. On a entendu beaucoup parler sur la question de la Nouvelle-Calédonie, sur la question de l'assurance chômage, et puis il y a eu ce débat avec Bardella dans lequel il est rentré dans l'arène à la demande d'Emmanuel Macron, et on voit que il n'y a pas de décrochage, mais que voilà, d'un point de vue de popularité, ça ne progresse pas. Et effectivement, cet attelage est toujours bien scruté parce qu'il y a une répartition des rôles, notamment dans cette campagne européenne qui est assez particulier. Oui, effectivement, Gabriel Attal qui reste stable. Je sais pas, il faut y voir une bonne ou une mauvaise nouvelle quand on reste stable alors qu'on avance à Matignon ? Alors sur le débat avec Jordan Bardella, il faut y voir le fait que ça a peu fait bouger son image, mais ça a une réalité arithmétique, c'est que quand Gabriel Attal va faire un débat avec Jordan Bardella, la réalité des choses, c'est que les gens qui vont regarder ce débat sont soit des gens susceptibles de voter pour la liste de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, entre le score de Valérie Hayé, un peu du score de Raphaël Glucksmann et un peu du score de François-Xavier Bellamy, ça représente grosso modo 25% des votants, alors que les gens qui sont susceptibles de voter pour Jordan Bardella, ça représente environ 40% des votants, entre les votants Reconquête, les votants RN, les votants Debout la France. Donc finalement, l'audience était plus affinitaire que Jordan Bardella, donc nécessairement ça lui bénéficie plus. Ça ne signifie pas qu'en confrontation électorale directe, Gabriel Attal serait derrière Jordan Bardella, mais c'est pas une séquence nécessairement grand public pour le C'est un débat pour rien en fait. C'est une configuration débat des européennes qui a peut-être même valorisé Jordan Bardella en le plaçant au niveau gouvernemental. Ça ne détériore pas le sentiment qu'ont les Français à l'égard de Gabriel Attal, et c'est une première information. On va continuer évidemment à parler de ce débat, des intentions de vote. On va les découvrir, Alex. On est à moins de 2 semaines du scrutin maintenant. Qu'ont envie de voter les Français à l'heure où on se parle. Eh bien, avec toujours largement en tête dans les intentions de vote des Français, la liste du Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella avec 34% d'intentions de vote. C'est 2 points de plus que dans le baromètre du mois dernier. Derrière, l'écart se resserre entre la liste de la majorité présidentielle emmenée par Valérie Hayé à 15% et la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann à 13,5% d'intentions de vote. Et puis, ensuite, en dessous de la barre des 10%, plusieurs listes se tiennent dans un
mouchoir les listes Les Républicains et La France Insoumise à 7% d'intention de vote, la liste écologiste de Marie Toussaint à 6%, et puis la liste Reconquête de Marion Maréchal chute à 4%, c'est-à-dire moins que le seuil requis pour élire des eurodéputés, qui est de 5% des voix. Alors, comment ces intentions de vote peuvent être projetées en nombre de sièges au Parlement européen? Eh bien, si on le fait, le RN obtiendrait 34 sièges, soit 11 de plus qu'aux élections européennes de 2019. Renaissance descendrait à 15 sièges. 13 sièges pour le PS Place Publique, qui en gagnerait 7 par rapport à la précédente élection européenne. Les Républicains et les Insoumis éliraient respectivement 6 ou 7 eurodéputés. Et les écologistes gagneraient 6 sièges, c'est-à-dire 7 de moins qu'aux européennes de 2019 pour les écologistes. Merci Alex. Est-ce que ça veut dire que Jordan Bardella, qui semble aujourd'hui ultra favori, a déjà plié le match ? Alors, c'est difficile de le dire s'il a plié le match, parce qu'il y a encore un cinquième du corps électoral qui peut se décider dans ces 2 dernières semaines. Mais en tout cas, il a profondément élargi la base de soutien au Rassemblement national. On voit qu'aujourd'hui, il gagne encore des points sur la liste d'Éric Zemmour, qui perd 1,5 point dans notre mesure d'intention de vote. Aujourd'hui, il y a 44% des électeurs d'Éric Zemmour en 2022, qui choisissent la liste de Jordan Bardella et non celle de Marion Maréchal. Donc il élargit le socle du RN, qui aujourd'hui obtient des scores supérieurs à 20% auprès des cadres, auprès des 65 ans et plus, auprès des habitants de la région parisienne, qui jusque-là résistaient plutôt au RN en termes de segments électoraux. Donc c'est cet élargissement qu'il faut noter, et ce score historique qui pourrait être historique pour le RN à une élection européenne. Est-ce que le débat dont on parlait entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, finalement, a conforté l'avance de Jordan Bardella ? C'était un des risques qui était souligné par pas mal d'observateurs. C'est-à-dire qu'en plaçant Jordan Bardella sur un plan d'égalité avec un Premier ministre, ça le positionnait, ça le légitimait comme un futur candidat, légitime dans un parti de gouvernement. Enfin, c'était un pari qui était peut-être plus gagnant pour le RN que pour la majorité. Et ça a été souligné dans cette tentative de créer ce duel. Il y avait un véritable risque. Et effectivement, même si les observateurs ont pointé que sur des questions de fond, il y avait des imprécisions. Enfin, on a bien vu la stratégie de Gabriel Attal qui était de dénoncer un homme sans programme. Voilà. Malgré tout, ce face-à-face a conforté cette position de Jordan Bardella. Donc effectivement, on voit que, en tout cas, ce sondage montre une dynamique qui se poursuit du côté du RN, et un écart qui est historique. On se souvient qu'en 2019, il y avait, au final, encore une fois, il y a des gens, on rentre dans la campagne officielle. Donc les Français s'y intéressent, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore vraiment pour qui ils vont aller voter, donc des lignes peuvent bouger, mais il y avait un point d'écart au final entre les deux listes. Là, on est sur un écart, je crois, qui est historique depuis les années 80, c'est ça, je veux pas... Oui, et puis il y a un rapport de 1 à 2, supérieur à 1 à 2 entre la majorité présidentielle et la liste du RN, c'est impressionnant. Et ça rappelle plutôt pour la majorité présidentielle aujourd'hui la performance de la liste de Jean-Christophe Cambadélis en 2014, qui arrivait à 15%. 2 ans uniquement après une élection triomphale de François Hollande, dont on sait que la fin de quinquennat a été difficile. C'est aussi ça le sujet, c'est ce lendemain des élections européennes, dans quelle mesure il peut apporter du souffle ou trop de discrédit au gouvernement de Gabriel Attal et à la politique d'Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il y aura des conséquences nationales. Ça veut dire qu'en tout cas, ça peut couper énormément le souffle pour la fin du mandat. Est-ce qu'il peut y avoir un croisement des courbes Erwan, est-ce que Raphaël Glucksmann peut dépasser Valérie Ayé ? Alors aujourd'hui, c'est le scénario le moins probable. Quand on regarde les codes d'adhésion dans notre baromètre politique, Raphaël Glucksmann, tout se passe bien pour lui auprès des sympathisants socialistes, 70% de codes d'adhésion. En revanche, on tombe autour des 30% chez les sympathisants écologistes, chez les sympathisants LFI, mais aussi chez les sympathisants Renaissance, où il pourrait aussi prendre des voix. Donc ce que ça laisse présager, c'est que Raphaël Glucksmann a fait le plein des voix et des réserves de voix dont il pouvait disposer. Du reste, le total des voix de gauche qu'on mesure dans nos intentions de vote est autour de 32 points. C'est ce qu'on mesurait en 2019. Donc peut-être que les vases communicants entre les électorats ont joué à plein et qui se situent plutôt à un plafond. En tout cas, ce qui est sûr pour Valérie Ayé, c'est qu'on se situe plutôt à un plancher. Donc le scénario le moins probable, c'est un croisement des courbes. Pour autant, à 1,5 point d'écart, ça n'est pas à exclure. Raphaël Glucksmann semble être le vainqueur à gauche, Claire ?
Clairement, l'écart se creuse, notamment on voit que les écologistes patinent, LFI plafonne. Il y a vraiment un vote utile, on a beaucoup parlé de ça, des électeurs qui sont déçus du macronisme, notamment après la séquence de la loi immigration. On en a beaucoup parlé, peut-être que Valérie Hayer a fait un peu une photo originelle aussi au début de sa campagne. Souvenez-vous, dans son interview au Figaro d'officialisation de candidature, elle expliquait qu'ils avaient voté à 90% pareil. Donc ça lui a été beaucoup reproché en fait, parce que ça a peut-être libéré aussi un vote de centre-gauche qui ne se reconnaissait plus dans certaines décisions de l'exécutif. Et aujourd'hui, c'est vrai que Raphaël Glucksmann, en tout cas, est une surprise parce qu'il arrive, en tout cas, on voit bien au sein du Parti socialiste, à changer, on en a déjà parlé, mais peut-être le barycentre de cette possible union de la gauche à venir qui était, à la suite de la présidentielle et des législatives, vraiment centrée sur LFI, qui avait réussi à créer cette union autour de son programme plus radical. Et justement, Erwan, parce qu'on parle de ces vases communicants PS, LFI et écologistes, on va voir que la campagne, elle est un peu tendue parfois entre Raphaël Glucksmann et la tête de liste LFI Manon Bry. On va regarder un extrait du débat entre les candidats, c'était hier soir sur BFM. Débattre avec le président de la République, Marine Le Pen. Parce que c'est vous qui êtes candidate, madame. Voyez-vous, vous êtes tête de liste de la majorité. On a compris que vous êtes. C'est un débat important. Madame. Marine Le Pen, je pense qu'elle pourrait tout à fait. Ça, c'est un autre extrait qu'on verra peut-être un petit peu plus tard entre l'échange entre Jordan Bardella et Valérie Hayer sur un éventuel débat Macron-Le Pen. On va regarder l'échange entre Manon Bry et Raphaël Glucksmann. Là, vous ne luttez pas contre l'extrême droite, vous faites de moi votre cible principale. C'est le cas depuis 6 mois. Vous avez l'extrême droite à 40%, Manon Bry. Allez, concentrez-vous sur l'extrême droite. Lâchez-moi un peu les baskets, ça fait 6 mois, là. Raphaël Glucksmann, que justement, on a besoin de cette clarté. C'est ça le problème, c'est 40% de l'extrême droite. Voilà, ce lâchez-moi un peu les baskets qui vient du cœur de Raphaël Glucksmann. Comment c'est perçu ça par les électeurs de gauche, Erwan ? C'est ce qu'on voit dans beaucoup de sondages, et on l'a d'ailleurs dans nos codes de popularité, c'est le retour des gauches irréconciliables. On le voit par exemple avec Jean-Luc Mélenchon dans notre palmarès des personnalités politiques de gauche. Il est en première position, mais avec 83% de codes d'adhésion chez les sympathisants LFI et moins de 30% chez les sympathisants écologistes et PS. La seule personnalité qui tire un peu son épingle du jeu là-dedans, dans l'irréconciliabilité c'est pas facile à dire. La seule personne qui tire un peu son épingle du jeu, c'est François Ruffin, mais plutôt à un niveau bas. Il a une cote d'adhésion qui est entre 45 et 50% chez les sympathisants LFI, chez les sympathisants PS et chez les sympathisants écologistes. Ça pourrait progresser, ça reste sous la barre des 50%, mais c'est vrai que beaucoup de personnalités de gauche aujourd'hui sont très hauts auprès des sympathisants de leur courant et très bas auprès des autres. Ça pose la question de la force motrice de la NUPES aussi, qui pourrait peut-être être revue. On se rappelle que le score important d'Yannick Jadot aux élections européennes de 2019 avait placé Europe Écologie Les Verts en position de force avant la présidentielle 2022. C'est tout l'enjeu aussi, l'après-européenne, pour la NUPES et pour voir quel rôle peut jouer le PS si son score est 2 fois supérieur à celui de ses concurrents. Et vous nous le disiez un peu, Claire, ça va rebattre complètement les cartes à gauche. Ah oui, on a bien vu ce week-end à Aubervilliers, Manon Aubry qui a appelé les militants écologistes à voter pour elle. Ça a suscité des réactions évidemment très vives du côté des écologistes qui, justement, Marie Toussaint a toujours dit qu'elle ne voulait pas une guerre des gauches, qu'elle voulait une campagne dans la douceur, voilà. Et en fait, là, on voit bien que ça n'est plus tenable. C'est-à-dire que là, l'unité qui n'a pas été faite sur les listes, Manon Aubry appelle à la faire dans les urnes, à risque de siphonner, les voix de son ancienne alliée. Donc, on voit bien que le fait de ne pas avoir réussi à se réunir avant les élections, aujourd'hui, il le paye fort cher et qu'une grande partie de chaque meeting, interview qu'on lit, consiste effectivement à dénoncer le fait que Raphaël Glucksmann a sur sa liste des soutiens à la 69 en Occitanie, qui a un projet très néfaste au climat, à dire que Marie Toussaint n'est pas un vote efficace, qu'il faut privilégier un vote efficace en votant Manon Aubry pour arriver à avoir le plus de députés possible. Enfin, on a vraiment, et puis derrière les écologistes, pour qui c'est la raison d'être, disent mais nous sommes les vrais écologistes. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde a une composante écologiste dans son programme. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les projections qui disent on fera l'union après les européennes, ça va être un nouveau gros chantier, fait qu'effectivement, on voit un rapport de force en fonction des scores que feront les uns et les autres, qui vont forcément rebattre les cartes. Et effectivement, Manon Aubry a beau jeu de dire que c'est le hollandisme qui va revenir, que c'est l'ancienne gauche qui a trahi ses engagements. Donc, ça va être un gros chantier. On va continuer à dévoiler
ce baromètre Doxa. On va se pencher plus précisément sur les codes d'adhésion des candidats aux européennes. Et oui, on va voir qu'il y a des différences entre les codes d'adhésion et les intentions de vote. Alors, pas dans le haut du classement, puisque le candidat aux européennes qui récolte le plus d'adhésion de la part des Français, c'est Jordan Bardella, avec 36% d'adhésion. En deuxième position, et c'est là où c'est intéressant, eh bien, c'est Marion Maréchal qui récolte 27% d'adhésion de la part des personnes interrogées, 20% d'adhésion pour Raphaël Glucksmann, devant l'insoumise Manon Aubry et le candidat LR François-Xavier Bellamy, respectivement 17 et 16%. Et puis on note surtout que la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Ayé, ne récolte seulement que 12% d'adhésion. 39% des Français lui sont indifférents. C'est quasiment le même manque de notoriété que l'écologiste Marie Toussaint. Effectivement, Erwan, on n'est pas dans le même ordre que les intentions de vote. Juste pour que les téléspectateurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a une telle différence ? Oui, alors la cote d'adhésion, c'est un indicateur qui est plus sujet à bouger avec l'actualité, qui est moins lié à la proximité partisane. C'est vraiment le rapport direct qu'ont les Français à une personnalité. Et cette cote d'adhésion qui est basse pour Valérie Ayé, qui est même inférieure à l'intention de vote aux élections européennes, ça montre bien que c'est une personnalité qui n'a pas émergé dans l'opinion. Quand on a commencé à mesurer sa cote d'adhésion au mois de mars, sa cote d'adhésion était de 10%. Elle est de 12% aujourd'hui, donc elle n'a progressé que de 2 points, mais surtout sa cote de rejet était à l'époque de 33%, elle est de 39% aujourd'hui. Ça veut dire que non seulement elle a peu progressé en adhésion, mais en plus elle a progressé fortement en rejet. C'est toute la difficulté pour une personnalité inconnue, quand elle est placée au premier rang dans un contexte de rejet de l'exécutif, voire même délégitimée par le fait que ce soit Gabriel Attal qui descende dans l'arène face à Jordan Bardella. On voit qu'elle a émergé négativement et qu'elle peine à créer un lien avec les Français. Ça veut dire qu'elle est peu connue encore, elle a encore peu de notoriété ? Oui, elle émerge peu, mais après, c'est ce qu'on aurait pu aussi mesurer pour Nathalie Loiseau en 2019, qui ne lui a pas empêché de faire 22%. C'est une question de réserve de voix aussi pour la majorité. Là, ce que vous nous dites, c'est que le fait que Gabriel Attal lui prenne la place, entre guillemets, dans un débat à 1 heure de grande écoute, finalement, ça ne l'a pas aidé. Non, ça loin d'avoir lancé sa dynamique de campagne, ça l'a desservi au final. Ça la délégitime probablement dans sa capacité à mener la liste. Et ça ne la place pas comme une personnalité de premier plan dans l'esprit des Français. Ouais. Alors, ce débat était censé être, de la part de Gabriel Attal, un moyen de lancer la dynamique de campagne de Valérie Ayé. Finalement, ça a été un peu le contraire. Oui, bon, les soutiens ont été un peu tardifs. C'est vrai que pendant longtemps, elle a un peu été seule au front, peu connue, comme vous disiez. Bon, on savait que c'était un second choix. Ça devait être Séjourné qui a été nommé au ministère. Ça a été un peu une surprise. Ensuite, effectivement, on avait vu à la Mutualité que l'arrière-ban de la majorité était venu soutenir dans ce meeting un peu de lancement de campagne. Et puis là, on voit que ça ne fonctionne pas et que quelque part, peut-être, oui, c'est contre-productif. C'est-à-dire que c'est vrai que son face-à-face avec Bardella n'avait pas été très réussi. Elle avait été vraiment mise en difficulté. Donc ensuite, l'arrivée de Gabriel Attal en soutien et puis cette rumeur, ou en tout cas projet avorté de débat entre Macron et Marine Le Pen contribue un peu à encore plus à se demander qui est vraiment candidat, qui est cette personne, entre guillemets, quelle est sa légitimité à porter cette liste. Et pourtant, elle a un bilan qu'elle défend, mais c'est difficile. Et d'ailleurs, hier soir dans le débat, Jordan Bardella, par un excès d'élégance, a rappelé à Valérie Ayé, en tout cas lui a dit de se demander pourquoi Emmanuel Macron et Gabriel Attal se mobilisaient autant pour pouvoir débattre avec le Rassemblement national dans cette campagne. On va l'écouter. Parce que sa personnalité n'imprimait pas. On va l'écouter justement, Alex. Pourquoi par conséquent, débattre avec le président de la République, Marine Le Pen ? Parce que c'est vous qui êtes candidate, madame. Voyez-vous, vous êtes tête de liste de la majorité. On a compris que vous êtes. C'est un débat important. Marine Le Pen, je pense qu'elle pourrait tout à fait affronter le président de la République. On ne dérange pas. La question que vous devriez vous poser, laissez-moi raison. La question que vous devriez vous poser sur votre respect, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre tous les moyens de l'État pour aller vous sauver dans cette campagne électorale ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appeler Monsieur Attal, Monsieur Macron pour venir vous sauver ? C'est parce que probablement vous êtes en très grande difficulté. Voilà, un mot de réaction peut-être, Erwan, là-dessus. Parce que est-ce que ça peut marquer dans l'opinion ? Non, pas nécessairement, parce que ça peut peut-être marquer l'électorat de Jordan Bardella, mais il faut toujours avoir en tête que ces débats électoraux, ils sont regardés par des partisans. Donc c'est des gens qui changent très difficilement d'opinion, surtout dans une élection où il y a 50% du corps électoral qui va aller voter. C'est pas du tout comme un débat d'entre-deux tours à la présidentielle où les 3/4 du pays vont voter et cherchent avant un deuxième tour où il y a une part de vote utile ou de vote barrage à se faire une idée. D'autant que vous nous avez dit l'inverse finalement. C'est pas le fait que Gabriel Attal soit allé débattre qui a sauvé Valérie Ayé dans sa campagne. Non, ça pèse plus sur la réputation
que peuvent imprimer certaines personnalités politiques, mais on est plus du domaine de l'image et de la réputation que de l'intention de vote ou du changement de choix électoral. Un petit mot peut-être sur l'adhésion de Jordan Bardella. Alex l'a dit, elle est très élevée. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement dans un vote de rejet d'Emmanuel Macron, on est dans un véritable vote d'adhésion envers Jordan Bardella aujourd'hui ? C'est ce qu'on peut imaginer. Ça va avec cette notabilisation du Rassemblement national, son entrée massive à l'Assemblée nationale, avec une manière de se comporter plutôt aseptisée. Et c'est ce qu'on a retrouvé aussi dans le débat, c'est que contrairement au débat de Marine Le Pen en 2017, qui renverse un peu la table face à Emmanuel Macron, là on était plutôt sur un débat de maîtrise des dossiers, d'institutionnalisation de Jordan Bardella. C'est ce qu'on retrouve dans cette solidité du vote RN aujourd'hui. On n'est plus du tout sur le vote RN il y a une quinzaine d'années, on était sur un vote ponctuel de protestation pour faire entendre un ras-le-bol. On est vraiment sur un vote, et non d'électeurs désaffiliés, mais d'électeurs fidélisés, un vote d'adhésion, un vote de conviction. Et c'est pour ça que ces intentions de vote paraissent aussi solides pour le Rassemblement national aujourd'hui. Avec un Jordan Bardella qui n'a jamais été aussi haut que là. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'on parle assez peu d'Europe en fait dans tout ça. On a vu les uns et les autres soit le présenter comme des élections de mi-mandat, un pré-référendum pour ou contre Macron avant la présidentielle. On parle c'est vrai beaucoup de cette image de Bardella. Bon, les Français quand même ont toujours majoritairement un rejet contre la xénophobie, enfin des fondamentaux du parti du Rassemblement national, mais cette image très lisse et qu'ils ont polissé depuis leur rentrée à l'Assemblée avec un groupe vraiment structuré. On l'a vu, il a insisté sur le fait que lui, il était poli, qu'il se tenait bien. On a parlé de stratégie de la cravate, mais c'est vrai que le Rassemblement national a vraiment maîtrisé son image face un peu à une bordélisation organisée par la NUPES. Ils ont toujours joué cette carte. Mais on parle de communication politique, enfin, sur les dossiers, et c'est vrai que Gabriel Attal a essayé de mener le débat là-dessus, sur les contradictions, les revirements, les imprécisions, le manque de participation de Bardella vraiment au débat européen, et c'est quelque chose qu'il assume. Lui, là, il faisait ses petites vidéos sur les réseaux sociaux où il parlait de sa position, mais il participait peu au débat. Et finalement, on voit bien qu'il y a une spectacularisation un peu de cette campagne, la multiplication des débats, c'est face à face. On est en train de suivre un peu une série Netflix, mais on parle assez peu d'Europe, et donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce positionnement de Jordan Bardella, mais qu'est-ce que ça donnera à long terme ? C'est quand même plus voilà, une interrogation. Oui, et puis reste le plafond de verre aussi pour le RN. Aujourd'hui, il y a toujours 57% des Français qui considèrent que c'est un parti d'extrême droite, 51% que c'est un parti raciste, 48% que c'est un parti qui menace notre démocratie. Donc il y a quand même un plafond de verre si on parle de la présidentielle comme étant la séquence d'après. Mais dans un débat très nationalisé où on parle peu d'Europe, en effet, ça fait profondément le jeu du RN, avec un contexte d'opinion sur la sécurité, sur l'immigration, sur la défense du pouvoir d'achat des Français les plus fragiles, qui est bénéfique au Front National, au Rassemblement National, qui est bien mieux crédité que la majorité présidentielle sur ces thématiques. On termine avec le dernier indicateur. Là aussi, c'est un indicateur mensuel. C'est le baromètre des personnalités politiques préférées des Français. Le podium reste inchangé. Oui, avec en première position de ce baromètre, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, récolte 40% de bonnes opinions auprès des Français, devant Jordan Bardella, 36%, à égalité avec Marine Le Pen. Et Marion Maréchal passe en 4e position. Elle gagne 1 point par rapport au mois dernier. Et elle passe devant Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Édouard Philippe qui ne bouge pas, Erwan. Édouard Philippe qui ne bouge pas, 40%. C'est un cran derrière Gabriel Attal. Si on compare la popularité des deux et leur structure d'adhésion, on observe que Édouard Philippe a un soutien un peu plus transversal, quelles que soient les catégories de communes, alors que c'est surtout l'Île-de-France qui soutient Gabriel Attal. Il conserve, Édouard Philippe, une bonne cote d'adhésion auprès des sympathisants Renaissance, aussi bien qu'auprès des sympathisants LR. Derrière, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, ce qui est intéressant et ce qui montre aussi cet élargissement du socle électoral du RN qui est rendu possible par Jordan Bardella, il a une meilleure cote d'adhésion chez les 65 ans et plus que Marine Le Pen, chez les sympathisants LR que Marine Le Pen, 10 points d'écart, alors en 38 à 28, mais tout de même 10 points d'écart, et chez les sympathisants Reconquête aussi. Donc plus que Marine Le Pen, Jordan Bardella est en train d'élargir le socle électoral du RN. Un dernier mot, Claire. Oui, sur Édouard Philippe, moi ce que je trouve intéressant là, c'est ces dernières semaines, on a entendu un peu prendre ses distances face à Emmanuel Macron, dont voilà, il fait partie de la liste pour les européennes. Loyal mais libre, c'est ce qu'il dit. Mais voilà, exactement, donc on l'a entendu sur la Nouvelle-Calédonie, on l'a entendu sur le débat avec Marine Le Pen, où il disait que c'était surprenant.
non, pas forcément une bonne idée. Il jouait un petit peu sa petite musique peut-être avant le résultat décevant, voire voilà, si jamais il y avait un croisement des courbes et qu'ils soient les troisièmes finalement à l'élection. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on sent bien qu'il se désolidarise sur certains dossiers et qu'il voit après cette élection, sans doute. Merci à tous les deux. On va regarder ce qu'il y a à la une de la presse régionale avant de se quitter. De la presse régionale, on parle élection européenne. Alex, le 9 juin, ça donne du fil à retordre aux communes parce qu'il faut qu'elles organisent le scrutin et la campagne. Oui, c'est à la une de la Charente libre. La campagne officielle des européennes s'est ouverte hier et c'est le début d'un casse-tête logistique pour les communes qui doivent rendre visibles les affiches électorales des 38 listes candidates aux élections européennes. C'est une obligation du code électoral, mais cela a un coût notamment pour les petites communes. Par exemple, en Charente, la municipalité de Montmoreau a dû débourser 1 800 € pour acheter ces 38 panneaux électoraux. D'autres communes sont du coup obligées de recourir au système D. À Fléac, encore en Charente, eh bien, les agents municipaux ont recyclé des vieilles plaques de parquet en bois pour fabriquer ces panneaux électoraux. Chaque commune fait comme elle peut, sachant que l'aide de l'État est de 44 € par bureau de vote. Le débat sur le projet de loi fin de vie a commencé hier à l'Assemblée. Oui, un texte qui divise, rappelle aujourd'hui le journal Corse Matin, qui divise dans tous les territoires, dans toutes les formations politiques. Alors, en commission, avant le débat en séance publique cette semaine, eh bien, les députés ont facilité l'accès à l'aide à mourir. Et hier, bien dans l'hémicycle, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a donc estimé que l'équilibre de son projet de loi était rompu et qu'il fallait le rétablir. Et pour illustrer ce débat, eh bien, le Bien public propose le portrait d'un homme qui a décidé d'aller en Belgique pour mettre fin à ses jours et finir sa vie dignement. Il s'appelait Jean-Marc Bardot-Garneret. Il était atteint d'agnoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène depuis la naissance. Il est décédé le 16 mai à 74 ans et il a choisi de mettre fin à ses jours via un protocole de suicide assisté à l'hôpital de Liège en Belgique, accompagné de ses proches jusqu'au dernier moment. Je le cite, « Dans la limite de mes capacités, j'ai fait de ma vie ce que je voulais », a conclu celui qui s'est battu toute sa vie pour le droit à mourir dans la dignité. À la une de la Provence, la poudre qui fait scandale. Oui, cette poudre, elle s'appelle le Sniffy. Elle est commercialisée par une entreprise marseillaise dans les bars tabac. Elle est présentée comme une poudre énergisante à base de caféine et de produits naturels, mais elle crée la polémique, notamment dans le milieu médical. Une addictologue du CHU de Marseille l'explique, je la cite, « Ce produit est une initiation à la prise de substances par voie nasale avec le danger d'un glissement vers d'autres produits plus nocifs ». Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, compte bien interdire le Sniffy dans les prochains jours. On termine par la flamme olympique qui poursuit son parcours à travers nos régions. C'est à la une du Berry républicain, puisqu'hier elle était dans le département de l'Indre. Oui, la flamme olympique a traversé les communes de Valençay, Issoudun, Buzançais, Déol, avec une arrivée finale à Châteauroux. Plusieurs sportifs originaires du Berry ont porté la flamme, comme Frédéric Weiss, l'ancien basketteur, médaillé d'argent à Sydney en 2000, aux Jeux olympiques de Sydney, ou encore Leslie Jones, champion du monde d'athlétisme, du 4x400 mètres en 2003 à Paris. Et puis aussi Dominique Bijota, ancien joueur de football, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Aujourd'hui, la flamme passe dans le département du Maine-et-Loire. Et on suivra bien sûr ça grâce à la presse régionale. La une, on a vu le Bien public. Claire, on va avoir une autre une, c'est celle du Dauphiné, consacrée à Israël et la Palestine. Un État palestinien, l'Europe suivra-t-elle? C'est à la une de votre journal et d'autres journaux du groupe EBRA. Merci beaucoup. Merci Claire Planchard d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Erwan Lestron d'avoir été avec nous également. Merci Alex. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est à 22h. Vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Et nous, on se retrouve demain. Et notre invité, ce sera Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national. Très bonne journée. À demain.